Bonjour, chronique littérature, aujourd'hui science-fiction. Chronique un petit peu spéciale parce que je vais revenir en fait sur deux relectures d'une même œuvre qui est le cycle de Chai de Jack Vance. Donc c'est un cycle qui comprend quatre romans intitulés Le Chash, le Wank, le Dire et le Pnum. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais même pas si Chai se prononce Chai. Bon, on va faire avec, hein. Ça a été traduit de l'américain par Michel Dutch, publié d'abord aux collections Opta, puis aux éditions J'ai lu dans la collection science-fiction. Les romans originels datent de 1968 à 1971 et le volume dont je vais vous parler aujourd'hui, plus précisément, qui est une intégrale en poche chez J'ai lu, date de 2004. C'est intégral, donc un assez gros volume de 862 pages. Mais voilà, c'est encore une énième relecture de ce cycle afin de préparer une autre lecture, celle du beau livre Chai, Retour sur la planète de l'aventure. J'avais déjà chroniqué ce cycle en 2007, ça fait un bail, et pour le coup il ne m'a pas paru pertinent de livrer une nouvelle chronique en tant que telle en remplacement de l'ancienne. Je vais reprendre donc l'ancienne chronique, mais je vais m'autoriser à l'éditer par endroits pour revenir sur certaines impressions ou souligner brièvement d'autres aspects que j'avais un peu trop laissés sous silence. Près de 11 années se sont écoulées depuis l'article initial, et certaines choses changent, mais pas toutes. Fois n'est pas coutume, c'est donc d'une relecture que je vais vous entretenir avec le cycle de Chai, dont je m'étais régalé gamin dans ma première phase de dévotion à la SF, et à deux reprises sauf erreur, donc je crois que j'en suis à ma quatrième lecture. C'était alors une édition en 4 volumes plus ou moins poussiéreux, empruntée dans une bibliothèque. J'avais été attiré par les sonorités étranges des titres, le chash, le wank, le dire et le pnum, et les couvertures de Tibor Cernus qui représentaient chaque fois le portrait de l'espèce bizarroïde qui était au cœur du roman. Alors, plus ou moins, parce que en relisant encore une fois le cycle, j'ai davantage relevé combien ces quatre espèces étaient de manière générale en retrait. Ceux qui sont vraiment au centre des romans, ce sont bien plutôt les hommes hybrides qui leur sont associés et divers autres groupements humains indépendants dont les cultures sont décrites avec un luxe de détails que le mystère essentiel des espèces non humaines ne permet pas. Bon, j'y reviendrai. Au passage, je regrette un peu ces couvertures, parce que celle du présent recueil, pour être du Grand Casa, est clairement inappropriée à mes yeux, moins poétique, moins saisissante. À l'époque de cette première chronique, je disais plus racoleuse. Bon, racoleuse n'est probablement pas le mot, même mon sentiment demeure. Mais les romans, c'était un vrai bonheur, ça je m'en souvenais très bien, à défaut d'autre chose. La question était de savoir si cela me ferait toujours le même effet bien plus tard, donc presque 15 ans plus tard à l'époque de la première chronique du cycle de Chai sur ce blog, et donc encore 11 ans plus tard maintenant, Old Nebal Old. Alors, entre ma première lecture et cette première chronique, en entamant ma rééducation science-fictionnelle, j'avais lu un peu de Vance, mais n'avais guère été convaincu. Les intrigues me semblaient clairement poussives et l'écriture inintéressante, que ce soit dans les Alastor ou dans les chroniques de Durdan. Et ces dernières m'ayant d'autant plus déçu que le premier tome me semblait de loin être le plus intéressant, du fait de la découverte du monde de Durdan et des sociétés qui l'habitent. Maintenant, entre ces deux versions de la chronique, j'ai lu d'autres titres de vente qui m'ont bien davantage parlé. La Terre mourante au premier chef, je dirais, ou encore Planète géante, ou Les langages de Pao, quelques nouvelles indépendantes dans Baroudeur. Mais oui, c'est bien là que réside le plus souvent l'intérêt des romans de Jack Vance. Celui-ci n'était clairement pas un styliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ça, c'est ce que je disais en 2007. En fait, je suppose que c'est discutable. Mais je maintiens l'assertion dans le contexte précis du cycle de Chai et des quelques titres cités dans le paragraphe précédent, même si on a lu bien pire. Ces intrigues sont parfois un tantinet convenu et en mode automatique, efficace ceci dit. Ou avant tout picaresque, sans jugement de valeur. Cela tient peut-être à la part de fix-up dans ces récits qui peuvent donner une impression d'improvisation. Mais dans Kugel l'astucieux, par exemple, cela fait clairement partie du plaisir. Maintenant, il y a aussi que ces intrigues sont parfois un petit peu agaçantes. Je n'aime pas les héros, là c'est dit. Du coup, il fallait que je jette un œil à Kugel l'astucieux, qui était à l'époque une de mes nombreuses lacunes sur moi, et qui avait l'air bien plus intéressant à cet égard. Or, depuis, j'ai lu effectivement et apprécié La Terre mourante. Donc ce que je disais sur les héros, je généralisais sans doute trop. Mais je maintiens que ça s'applique à Adam Rees, mais peut-être était-ce le délibéré de la part de l'auteur, je n'ose pas me prononcer. Non, Vance, avant d'être un conteur, était surtout un créateur d'univers. Opposer ces deux titres est sans doute une erreur, même si je maintiens que la création d'univers est son principal atout. Mais oui, c'est bien dans l'élaboration de mondes et de sociétés que réside ce que l'on peut très légitimement appeler son génie. Vance est un démiurge qui s'amuse de toute évidence comme un petit fou à bâtir des civilisations, fournissant un cadre exotique à ses récits et prenant en définitive souvent la première place du roman, l'intrigue, comme un vulgaire passage obligé, étant reléguée au second plan.
Alors, c'est sans doute discutable, mais dans le cas précis du cycle de Chai du moins, cela m'apparaît toujours vrai. Vance est un amateur de voyage et de description ethnologique, et cela se sent. Il est bien un maître de ce que l'on a pu qualifier d'ethno-SF, aux côtés dans un genre bien différent d'une Ursula K. Le Guin, ou dans le sous-genre du Planète Opéra, dont le cycle de Chai est par ailleurs une belle réussite, d'un Frank Herbert avec Dune, ou d'un Brian W. Aldiss avec Heliconia, je suppose parce que je ne l'ai toujours pas lu. D'où mon envie par contre de relire Chai, et de le relire encore une fois. D'autant que si je me souvenais du plaisir que j'avais éprouvé initialement à la lecture de ces 4 volumes, je n'en avais pas moins totalement oublié de quoi ça parlait donc tout ça. La mémoire vous joue de ses tours, ma bonne dame. Je me saisis donc de cette intégrale en un volume, et poche qui plus est, et hop, à 2 reprises, vaccin ok, passeport ok, et bon voyage Nébal. Je ne m'étendrai guère sur l'histoire précise de ces 4 tomes, pas forcément palpitante de toute façon, ce qui évitera toute révélation inopportune. Contentons-nous de poser le point de départ. Dans un lointain futur, la Terre a découvert le secret de la navigation interstellaire et s'est lancée dans un vaste processus d'exploration de la galaxie. Une émission radio vieille d'environ 2 siècles, signe d'intelligence extraterrestre, a été captée en provenance du système 4269 de la Carène. Le vaisseau terrien Explorator 4 s'y rend donc pour établir le contact avec une éventuelle civilisation inconnue. Mais à peine a-t-il le temps d'éjecter une petite navette d'exploration qu'il est anéanti par un missile. La navette se pose en catastrophe sur la planète hostile. Seul survivant de la catastrophe, Adam Rees, qui devra dès lors mener une lutte de tous les instants pour survivre dans ce monde étrange et trouver, peut-être, un moyen bien hypothétique de le fuir et de regagner la Terre à 212 années-lumière de là. Ça s'annonce pas facile. D'autant plus que Chai, ainsi que ses habitants la nomment, est une planète assez unique en son genre, théâtre de bien des luttes tout d'abord incompréhensibles pour le terrien abandonné. Si tous les habitants de Chai parlent une même langue, petit tour de passe-passe, facilité peu crédible mais rendu presque nécessaire pour le déploiement du récit, ils n'en sont pas moins extrêmement variés. Adam Rees comprend bien vite que la seule race intelligente autochtone est celle des énigmatiques et discrets pnums, la plupart du temps confinés dans leur souterrain. Mais il faut y ajouter 3 races dominantes en provenance d'autres systèmes, également réparties sur toute la surface de Chai, et se livrant à l'occasion une guerre impitoyable. C'est tout d'abord le cas des Chash, par ailleurs divisés en sous-groupes, une race belliqueuse mais dans l'ensemble assez décadente, la barbarie des uns rivalisant avec le sadisme raffiné des autres. Mais il y a aussi les Wank, impénétrables et hautains, qui vivent presque coupés du reste du monde, et enfin les Dirdir, agressifs et farouches peuples tribal, ayant maintenu d'ancestrales traditions de chasseurs, mais bénéficiant néanmoins d'une technologie remarquablement évoluée, et dont la société de caste est en même temps extrêmement subtile autant que cruelle. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là pour le pauvre Adam Rees. Il est en effet une 5e espèce qu'il rencontre sur Chai, des humains. Oui, des humains exactement semblables à lui, du moins sur le plan biologique, et encore, l'évolution et la science sont passées par là en même temps que le folklore. Ils sont sans doute l'espèce intelligente la plus répandue sur Chai, même s'ils n'en sont probablement pas natifs. Adam Rees suppose bien vite que ces humains ont été pris sur Terre pour être transplantés sur Chai il y a bien longtemps par une des espèces extraterrestres, probablement les Dirdir. La mythologie semble en témoigner. Cependant, cette certitude de la part de Rees de ce que la vraie planète des humains est forcément la sienne est éloquente à sa manière. Ces humains sont néanmoins dans une position d'infériorité flagrante par rapport aux 4 espèces non humaines. Chacune a en effet dressé des humains pour en faire des serviteurs directement attachés à leur espèce et souvent dotés d'un fort esprit de caste. On parlera donc d'hybrides pour désigner ces hommes chash, ces hommes wank, ces hommes dirdir et ces pnumkin. Mais il faut y ajouter une infinité d'humains libres, avec des guillemets, ou plus exactement non affiliés, maintenus dans une position sociale encore plus inférieure. Les hybrides les qualifient de sous-hommes et les envisagent à peu de choses près comme de vulgaires animaux, et qui forment une mosaïque bigarrée de sociétés toutes plus hétéroclites les unes que les autres. Dès le début du cycle, Adam Rees fait ainsi la rencontre des hommes emblèmes, au système tribal complexe, chaque individu étant défini socialement par l'emblème et donc la fonction dont il a hérité ou qu'il a gagné au combat, cette fonction définissant par avance les comportements sociaux jusqu'aux émotions et prohibant par là même toute initiative individuelle. Mais on peut très vite opposer à cette société barbare, avec des guillemets, d'innombrables autres groupes sociaux, plus ou moins civilisés, toujours avec des guillemets, comme les intrigants Yao du 2e volume, et qui sont tous autant de prétextes à de savoureuses descriptions ethnographiques qui font de Chai un monde complexe et fascinant. C'est en effet dans le détail des institutions et des comportements sociaux que Jack Vance laisse s'exprimer à plein son talent. Chaque société, chaque ethnie est construite avec une minutie exemplaire,
pour donner au final un résultat à la fois exotique et cohérent, intrigant et crédible. C'est ici que le lecteur se régale véritablement, bien plus qu'à suivre les aventures plutôt viriles et un brin laborieuses d'Adam Rice, pleines de bruit et de fureur, de traîtrise et de punchline, et d'inévitables jeunes vierges enlevées par des méchants. Tout cela n'est par ailleurs pas très MeToo, sans surprise. Notons tout de même le tragique destin d'Eileen Elan dans le tome 2 qui m'a surpris à chaque relecture et qui sort de ce schéma très pulp de la damsel in distress auquel le premier tome s'était plié tout naturellement. Les tomes 2 et 3 n'appuient pas trop le trait, surtout parce que, la fleur de 4 exceptée, donc, les personnages féminins y sont rares. Mais le problème se pose à nouveau dans le tome 4 avec Zap 210, et là pour le coup c'est passablement lourdingue. Le personnage d'Adam Ruiz est d'ailleurs bien falot et agaçant, notamment dans sa volonté périodiquement de remodeler l'humanité selon le modèle de l'humanité de Chai selon le modèle terrien, à la façon d'un colonisateur. C'est un thème central de Chai Retour sur la planète de l'aventure et à bon droit. En fait, on s'intéressera bien davantage à ses compagnons de route plus colorés, et notamment l'homme emblème Trazon Mal et l'homme Dirdir Anki Atafra Manacho qui l'accompagnent tout au long du cycle. Le déroulé du tome 4 cependant implique de les reléguer à une place secondaire et, en ce qui me concerne, c'est probablement un problème. Mais j'ajouterai désormais qu'il faut aussi prendre en compte de la même manière certains antagonistes. Dans le tome 2, l'insupportable Dordolio, qui aurait très bien pu figurer dans la Terre Mourante, à égale distance de Kugal et de Rialto, mais aussi Else, subtil et fascinant, qui joue un rôle essentiel, à la fois nécessaire et en apparence paradoxal, dans Chai Retour sur la planète de l'aventure. Le cas de Woody Vert dans le tome 3 est peut-être davantage problématique car Vance s'en abuse un peu, trouvais-je, mais c'est une sacrée figure de gros connard. Adam Rice n'a qu'une seule chose pour lui, son ignorance de Chai et de ses coutumes lui confère de l'audace, et il triomphe souvent de ses ennemis, non parce qu'il est plus fort ou plus rusé qu'eux, mais parce qu'il pense à faire des choses impensables pour eux, parce que ça ne se fait pas, tout le monde le sait, ce qui, on en conviendra, ne manque ni de sens ni d'intérêt. Mais Adam Rice n'est de toute façon qu'un prétexte. Le cycle de Chai est un guide de voyage, empruntant aux plus savoureux récits de voyages philosophiques et autres lettres édifiantes sur les sociétés lointaines. Et c'est aussi, comment ne pas le noter, un modèle de roman d'aventure, qui bouge dans tous les sens, bigarré, chatoyant, bourré de rebondissements et de personnages hauts en couleur. Durant cette énième relecture, alors que je savourais particulièrement cet aspect, je me suis demandé comment il se faisait que le cycle n'avait pas été adapté au cinéma, ou mieux peut-être en série. Notez que le jeu de rôle Chai World est en approche chez 500 du House de Geek, on verra, mais c'est clairement un cadre parfait pour tout ça. L'imagination sans limite de Vance est une garantie de dépaysement, et Chai est sans doute l'une de ses plus belles réussites. Un type idéal du divertissement de qualité, un modèle de rigueur dans la création d'univers, et autant le dire un incontournable du planète opéra, de l'ethno-SF et au-delà de la science-fiction en général. Là aussi, le sentiment global demeure, mais sans rentrer dans les détails, je dirais tout de même aujourd'hui que le cycle n'est pas toujours aussi bon. Il y a des hauts et des bas au fil de la progression d'une intrigue dont le moteur principal est le rebondissement. Globalement, je crois que le Wank a été mon volume préféré. Le Chash et le Dirdir sont tous deux d'un bon niveau, mais quelques passages çà et là sont un chouïa plus faibles. Les passages les plus damsel in distress dans le premier volume, les pénibles marchandages avec Woody-Vert dans le troisième. Le Pnum est un peu à part, ne serait-ce que parce que les compagnons de route d'Adam Rice en sont absents sur la plus grande partie, et si le périple du héros dans les tunnels des Pnum ses bons moments, sa relation à la femelle de service Zap 210 est un peu saoulante. Une fois hors des tunnels, avant même de retrouver Anacho et Traz, Vance retourne davantage à la manière des 3 premiers volumes, et avec succès. Par contre, la fin est clairement précipitée, mais j'ai l'impression que c'est un trait commun aux 4 romans. Bon, qu'importe, cette énième relecture a été globalement un vrai plaisir, et que je ne bouderai certainement pas.